Le cœur des rois. Lecture d'une nouvelle de Hans Heinz Evers. Épisode 2. Vous connaissez désormais Martin Drolling, peintre alsacien de nature morte, dans la vision de cauchemar qu'en livre le romancier et poète allemand Hans Heinz Evers. Ce personnage incarne la figure fatale du peintre fou, telle qu'on peut la rencontrer dans un autre récit fantastique mettant en scène la jeunesse du peintre Nicolas Poussin, sous les traits de Frauenhofer, dans le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Evers, intellectuel, voyageur et polyglotte, sera d'ailleurs un traducteur en langue allemande d'Edgar Allan Poe, de Villiers de l'Isle-Adam et d'Oscar Wilde. Le projet de Martin Drolling est fou, génial et profanateur. Il entre en possession des cœurs momifiés des rois de France, subtilisés lors de la mise à sac des sépultures royales de Saint-Denis, de la chapelle Sainte-Anne du Val-de-Grâce et de l'église Saint-Louis des Jésuites. Ces cœurs de rois, Drolling les destine au pilon de son atelier, en vue d'obtenir le précieux brin de momie, une substance permettant aux artistes d'obtenir des pigments de première qualité. À partir de ces restes humains, Drolling entend brosser le portrait des Valois-Bourbons. Commence alors l'œuvre d'une vie, l'érection d'un monument pictural à la mémoire des rois de France. Nous poursuivons avec Rémi Ethuin, comédien et ami de la rédaction, l'exposé de ce projet cauchemardesque à travers le regard stupéfait et de plus en plus livide d'horreur du prince d'Orléans, dernier rejeton de cette royale lignée à qui le peintre lègue ironiquement son chef-d'œuvre. Le tableau était d'un relief extraordinaire et d'une vérité criante, cruelle même. Une odeur repoussante de pourriture en émanait, à tel point que le duc dut se boucher le nez. Il comprit tout de suite le sens et l'objet du tableau. Il représentait le célèbre jardin de son aïeul, le pieux Louis XI, qui trouvait tant de plaisir à brancher ses sujets. Que justement le peintre lui offrit ce tableau, à lui, qu'on avait connu si humain pendant sa longue campagne d'Afrique, cela lui parut d'un bien mauvais goût. Le grossier symbolisme du peintre appelant son tableau « le cœur de Louis XI » lui semblait d'un esprit plutôt déplorable. Je dois vous confesser, monsieur Drolling, que si les qualités picturales de votre tableau me semblent excellentes, le motif historique n'est guère à mon goût. Le culte de nos ancêtres ne va pas jusqu'à nous enthousiasmer pour les horribles forfaits de ces vieux rois à moitié barbares. Je dois vous le dire, je trouve cela un peu... Le duc hésitait, cherchant une expression modérée. Mais le peintre trottinait vers lui, se frottant les mains, et le pressait. Eh bien, quoi donc ? Un peu macabre. Bravo, parfait. Oh, c'est aussi mon opinion. Le reproche ne me touche pas du tout. Il touche la maison royale elle-même. Vous voyez, tout ce qu'il y a là de stupide et d'odieux, tout cela vient de votre maison. Mais écoutez-moi, cher monsieur, l'idée n'est pas de moi. Elle vient de votre grand-père. De qui ? Du père de votre père, aujourd'hui roi de France, de mon bon ami Philippe Égalité. Nous revenions de l'exécution de votre cousin Louis XVI lorsqu'il me suggéra cette idée. Autrement, au point de vue artistique, elle est vraiment mauvaise, parce qu'elle se manifeste trop grossièrement, trop crûment. Je ne m'étonne pas que vous l'ayez remarqué. Une vache verrait que c'est là le cœur dégoûtant de Louis XI. D'ailleurs, ce cœur-là était le plus gros de tous. Et il avait une odeur affreuse. J'ai toujours eu mal à la tête quand j'en prisais. À ce propos, prisez-vous ? Il sortit une tabatière dorée qu'il tendit à son visiteur. Le duc était un grand priseur. Il prit une pincée et se la fourra dans le nez. « C'est un bon mélange, dit le vieux. Prince Gaston d'Orléans, Anne d'Autriche et Charles V. Comment trouvez-vous ça ? C'est original de priser les derniers restes de ces illustres aïeux. » Monsieur Drolling, dit le duc, je dois louer votre tabac en poudre, comme je l'ai fait pour votre vin, mais pardonnez-moi,
Je ne comprends pas un traître mot à vos paroles. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Mais ce que vous me chantez, là, de mes ancêtres qui se trouvent dans vos tableaux et dans votre tabatière. Oh, stupide comme un Orléans. Ah, vraiment, vous êtes encore plus bête que votre grand-père, qui était cependant assez stupide pour fraterniser avec la Gironde. Aussi a-t-il regretté cette désertion sous le couperet de la guillotine. Alors, vous ne comprenez pas, monsieur Orléans ? Écoutez donc ce que je dis. Mes tableaux sont peints avec les cœurs de la maison royale. Avez-vous compris cela ? Oui, monsieur Drolling, mais... Et dans cette tabatière et dans d'autres, j'ai pris l'habitude de priser ce qui me reste des cœurs des rois après mes tableaux. Avez-vous compris ? J'entends bien, monsieur Drolling, ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin de crier comme ça. Seulement, je ne comprends pas tout à fait le rapport. Le peintre leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. Il retourna silencieusement vers une armoire et en sortit 2 petites plaques de cuivre qu'il tendit au duc. « Il y en a encore 31 dans le tiroir, je vous fais cadeau de toutes, vous les recevrez en plus de mes tableaux. » Le duc examina attentivement les inscriptions des plaques, puis s'approcha de l'armoire et étudia les autres. D'après ces inscriptions, les plaques provenaient des urnes qui avaient contenu les cœurs des rois, des princes et des princesses de la maison royale. Le prince commençait lentement à comprendre. « Comment avez-vous obtenu ces plaques ?» Malgré lui, son ton était devenu plus hautain. « Je les ai achetées. Vous savez bien que les peintres sont souvent intéressés par les vieilleries et les antiquités. Alors vous me revendez les plaques ? Je vous en fais cadeau, vous pourrez les accrocher sous mes tableaux, je vous dirai ceux auxquels elles correspondent. Celle-là, il prit une plaque dans la main du duc, celle-là va sous une de mes plus intéressantes compositions, vous allez voir. Il suspendit la plaque à un clou du chevalet, ôta le premier tableau qu'il appuya contre une chaise, puis alla tirer de derrière le paravent une très grande toile. « Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur Orléans, c'est assez lourd. » Le duc prit le lourd cadre et le hissa sur le chevalet. Le vieillard frappa du doigt la plaque de cuivre et déclama « Voilà le cœur d'Henri IV, le premier des Bourbons !» Oh, il fut un peu endommagé par le coup de poignard de Ravaillac, un homme de principe honorable. Le tableau représentait une vaste cuisine, en grande partie occupée par un immense fourneau, muni de nombreux trous à feu. Sur tous ces trous, d'où sortaient des flammes, étaient posés d'immenses pots dans lesquels des hommes vivants cuisaient en daube. Plusieurs essayaient de grimper au rebord, d'autres se prenaient l'un à l'autre et hurlaient en faisant d'horribles grimaces. Une indicible épouvante, un tourment inouï s'étalait sur tous ces visages affamés. Le fourneau brun portait sur un carreau un cœur peint aux initiales d'Henri IV. Le duc se retourna. « Je n'y comprends rien. » Et pourtant, vous pouvez lire dans n'importe quel livre de classe la célèbre formule de votre brave aïeul « Je veux que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche. » Regardez, et vous verrez quels étaient les petits chapons que le roi lui-même mettait au pot. Oh, c'est un vrai cœur royal, ce four-là. Voulez-vous aussi donner un peu de ce Bourbon à goûter à votre nez ? Il prit dans l'armoire une autre tabatière et la tendit au duc. « Il y en a peu, mais prenez-en toujours. Bon mélange d'Henri IV et de François Ier. Essayez, cela stimulera vos pensées. » Vous voulez dire, monsieur Drolling, que ce tabac, cette poussière brune et noire, provient des cœurs des 2 rois ? C'est en effet ce que je veux dire, monsieur Orléans. De rien d'autre, car j'ai fait moi-même le mélange. Comment avez-vous eu ces cœurs ? Je les ai achetés, ne vous l'ai-je pas dit ? Les détails vous en intéressent ? Écoutez. Il offrit le fauteuil au duc et prit son escabelle de peintre.
Petit Radel. Avez-vous quelquefois entendu parler de Petit Radel? Non? Oh, vous êtes sans culture, un vrai Orléans. J'ai déjà remarqué cela depuis longtemps. Votre grand-père était un grand ami de l'architecte Petit Radel. Aussi donna-t-on un jour à Petit Radel la mission de détruire les tombeaux des rois dans les caveaux de Saint-Denis et du Val-de-Grâce. Il le fit soigneusement, je vous assure. Il lui fallut ensuite exécuter la même opération dans l'église des Jésuites de la rue Saint-Antoine. Votre grand-père m'en avertit. Accompagne-le, tu pourras acheter de la momie à bon prix. Vous savez bien ce que c'est, monsieur Orléans, que de la momie, non? Eh bien, de la momie, c'est de la momie. C'est ce qui reste d'un cadavre embaumé. Et l'on en fait d'excellentes couleurs. Mais cette couleur est chère, ma foi. Aussi, pouvez-vous vous figurer comme j'étais heureux d'en acheter à bon compte. Dans l'église des Jésuites, nous trouvâmes les vases contenant les cœurs embaumés des rois et des princes. Petit Radel brisa les urnes en morceaux. J'achetai les plaques de cuivre et les cœurs. Et vous fîtes des couleurs avec les cœurs? Ben oui, naturellement, c'est la seule chose à quoi peut servir un cœur de roi. Oh, non, j'exagère. Comme tabac à priser, c'est excellent aussi. Mais, je vous en prie, servez-vous donc de ce Henri IV et François Ier. Le duc refusa. Le vieillard ferma la tabatière. Comme vous voudrez. Vous avez tort de laisser passer l'occasion, jamais plus vous n'aurez la chance de priser des cœurs de roi. La partie des cœurs que vous ne prisez pas, vous l'utilisez donc pour peindre vos tableaux? Mais oui, monsieur Orléans, je croyais que vous l'aviez compris depuis longtemps, oui. Chaque cœur de la famille Valois-Bourbon-Orléans, vous le trouverez dans un de mes tableaux. Mais vous en trouverez plus que la matière, car je n'ai pas fait les choses à moitié. Quel cœur voulez-vous voir maintenant? Louis XV, dit le duc au hasard. Un nouveau tableau se trouva bientôt sur le chevalet, un tableau de nuances sombres où la couleur de la chair même était d'un brun mat. Il semble que vous ayez dû user beaucoup de momies pour celui-là, remarqua le duc. Le cœur était si gros? Oh non, non, il était très petit, le cœur d'un jeune garçon, pourtant âgé de 64 ans. Mais j'y ai employé d'autres cœurs, celui du Régent, le duc d'Orléans, celui de la Pompadour et celui de la du Barry. Oh, c'est toute une époque que vous avez là devant vous. Le tableau montrait une foule excessivement nombreuse d'hommes et de femmes. Tous allaient et venaient avec lassitude, se poussant l'un l'autre, rampant l'un contre l'autre. Quelques-uns étaient nus. La plupart portaient le costume de leur temps, avec de hauts toupets et des perruques à queue, des jupes de dentelle et des jabots. Mais tous, à la place de la tête, portaient un crâne de mort. Leurs mouvements semblaient ceux d'animaux malades, oui, mais peints avec virtuosité. Les costumes, les membres, surtout les mains, les bras et les épaules, étaient humains. L'expression d'ensemble était cadavérique. Ce curieux mélange de vie et de mort, d'animal et d'humain, s'alliait à une telle conscience et une telle harmonie que le tableau produisait sur le spectateur une impression indiciblement sinistre. Drolling, à qui n'échappait pas le moindre mouvement de son visiteur, lui montra la carafe. « Je vous en prie, servez-vous, monsieur Orléans. Votre critique muette me satisfait au plus haut point. »« Je trouve ce tableau effroyable, » dit le duc. « N'est-ce pas? Repoussant, tout à fait hideux. En un mot, vraiment royal. » Croyez-moi, monsieur Orléans, cela me coûta des tourments inouïs de peindre ces tableaux. Il n'y a pas dans l'enfer de Dante de martyre égal à celui de creuser dans les profondeurs des cœurs des rois. Veuillez, je vous prie, aller chercher un autre tableau. Le duc disparut derrière le paravent où il vit une quantité de cadres tournés, tous face au mur. Il prit le plus rapproché et le posa sur le chevalet. « Ah! Vous avez attrapé le cœur de Charles IX ! Oh, nul ne fut plus assoiffé de sang que lui. »
Le duc vit une large rivière qui glissait paresseusement entre deux rives plates. Un radeau flottait sur l'eau trouble, un radeau de cadavres. Tout au bout, debout, le pilote, un homme maigre habillé de la pourpre rouge des rois, le visage pâle mangé d'abcès, le regard fou fixé droit devant lui. Il enfonçait à fond la gaffe et faisait ainsi avancer sa terrible cargaison au fil de la rivière. Le tableau suivant sembla plus affreux encore au duc. C'était un cadavre masculin, de grandeur naturelle, complètement putréfié. Des vers rampaient dans les orbites de l'œil, des espèces de scarabées noirs, rouges et jaunâtres mangeaient le nez et la bouche. Sur le ventre ouvert étaient postés 2 vautours grandiosement peints. L'un enfonçait la tête et le cou dans les profondeurs du corps, l'autre dévorait les intestins. Au bout des pieds, on voyait quelques rats qui rongeaient voracement les orteils pourris. Le duc se détourna, pâle comme la mort. Mais le vieux le tira par la manche de sa jaquette. « Non, non, regardez le tableau plus en détail, c'est le meilleur et il est digne de votre grand aïeul, Louis XIV. Ne le reconnaissez-vous pas ? Ce fut lui qui prononça cette parole hautaine, « L'État, c'est moi. » Eh bien, le voilà en vérité, cet État. Voilà ce qu'il était. Pourri, corrodé, déchiré, putréfié. Le duc se laissa tomber dans le fauteuil, le dos tourné au tableau. Il remplit son verre et but. Permettez-moi, monsieur Drolling, votre art exige des nerfs solides. Le peintre s'approcha de lui et lui tendit son verre. « S'il vous plaît, versez-en pour moi. »« Merci bien. Allez, trinquons ensemble, monsieur Orléans, afin que je sois enfin délivré de la malédiction. » Les vers s'entrechoquèrent. « Oui, maintenant je suis libre. Ah, tous ces affreux cœurs sont peints. Le peu qui en reste se trouve dans mes tabatières. L'œuvre de ma vie est finie. Je n'aurai plus à prendre le pinceau. Quand vous ferez chercher les tableaux, je vous prie de faire enlever aussi tout mon matériel de peinture, vous m'obligerez. Et jamais je n'aurai plus à voir toutes ces choses horribles. Je suis libre! Je suis maintenant tout à fait libre! » Il mit sa petite escabelle de peintre tout près du fauteuil du duc et, de ses 2 mains, lui prit la main droite. « Vous êtes un Orléans, le fils du roi de France. Vous savez maintenant combien je hais vos familles. Mais en ce moment, je suis si infiniment gai que j'oublie presque le martyre affreux que j'ai eu à souffrir pendant des dizaines d'années à cause de votre famille. Depuis que la Terre existe, il n'y a pas un homme qui ait mené une vie aussi affreuse que la mienne. Écoutez, je veux vous dire comment tout cela est arrivé. Un homme doit le savoir. Pourquoi ne serait-ce pas l'héritier du trône de ce malheureux pays ? Je vous ai déjà dit que c'était votre grand-père, Philippe Égalité, qui m'avait fait remarquer que je pouvais acheter des cœurs de roi pour avoir ainsi de la momie à bon marché. C'était un de mes bons amis. Il venait me voir souvent, et c'est lui que je dois remercier si l'État a jadis acheté mon tableau qui se trouve au Louvre. Cette scène de cuisine est le premier tableau pour lequel j'ai employé un cœur. Par mépris pour le roi, j'utilisais alors une petite partie d'un de mes cœurs, celui de Louis XIII, pour le sceau aux épluchures. Oh, une plaisanterie d'un goût douteux. En ce temps-là, d'ailleurs, mes sentiments pour votre maison n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Je haïssais le roi et l'Autrichienne, mais bon, pas plus que tous les Parisiens, et Philippe était un bon ami. Sa haine envers sa propre famille était beaucoup plus grande que la mienne, et c'est lui qui me donna l'idée de prendre non seulement la matière de ces cœurs de roi, mais d'exprimer aussi leur contenu spirituel. Ce fut lui qui me fournit la première idée de peindre le parc de Louis XI, pour donner ainsi à ce cœur de roi une expression digne de lui. Je dois vous le dire, monsieur Orléans, cette fois je fus enchanté de votre grand-père. J'avais 33 cœurs, 18 étaient des cœurs de roi.
Je pouvais peindre en 18 tableaux l'histoire de la France comme elle se présentait dans les cœurs de ses rois. Je pouvais employer pour ces tableaux leurs cœurs eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus tentant pour un artiste ? Je me mis immédiatement au travail, je commençais le tableau de Louis XI et j'étudiais en même temps l'histoire de mon pays que je ne connaissais pas bien. Votre grand-père me fournissait ce qu'il pouvait obtenir de livres des bibliothèques, puis une quantité d'actes secrets, de journaux, de mémoires, tant de la Sorbonne que du Palais et de l'Hôtel de Ville. Avec les années, j'avalais l'histoire de votre maison, l'histoire sanglante. Je suivis la vie de vos aïeux jusqu'à leur dernier souffle, et de plus en plus, je prenais conscience du travail affreux dont je m'étais chargé. Chaque tableau devait être un extrait de quintessence du battement d'un cœur de roi. Mais quelles que fussent les atrocités que je pusse inventer, je restais toujours loin de la réalité. Mon travail était si monstrueux, exigeait une somme si gigantesque de pensées horribles que je désespérais et succombais sous cette charge. Les crimes des Valois à Bourbon-Orléans étaient si immenses qu'il semblait impossible d'en venir à bout artistiquement. Harassé, je me glissais tard la nuit dans mon lit pour me remettre de grand matin à l'ouvrage, et plus je m'enfonçais dans cette mare sanglante de démence et de scélératesse, plus je désespérais de jamais en devenir le maître. C'est ainsi que grandit en moi cette haine mortelle envers la maison royale, et en même temps envers celui qui m'avait jeté dans ses tourments. J'aurais voulu étrangler votre grand-père. Il resta alors longtemps loin de moi, et j'étais heureux de ne pas le voir. Mais un jour, il se précipita avec agitation dans mon atelier. Il s'était rangé du parti de la Gironde, était déclaré traître, et les gens de Danton le poursuivaient. Votre père fut plus prudent, il se tint fidèlement du côté des Jacobins, jusqu'au jour où il s'enfuit avec Dumouriez. Alors, Philippe me pria de le protéger et de le cacher. En tout Paris, il ne se trouvait pas un homme qui pût avoir de plus grand plaisir que moi à le livrer à l'exécuteur. J'envoyai aussitôt mon valet au comité, je barrai la porte et le tins prisonnier jusqu'à ce que les gardes vinssent le chercher. 10 jours après, il était exécuté. En récompense de mon acte patriotique, je demandai son cœur. Le duc l'interrompit. « Mais il vous était impossible de peindre avec un cœur frais. »« Oh, j'avais le temps. Je pouvais utiliser mes autres cœurs auparavant. J'embaumais le cœur de votre grand-père et je le laissais sécher pendant 36 ans. Il a fait une couleur de momie excellente. C'est mon dernier tableau. Je vais, monsieur Orléans, vous le montrer. » Il se glissa derrière le paravent et apporta un autre cadre. « Voilà, monsieur Orléans, ce que vous voyez là, je l'ai souvent, bien souvent entendu battre. Sur la même chaise où vous êtes aujourd'hui assis, le cœur de votre grand-père, Philippe Égalité. » Involontairement, le duc porta la main à sa poitrine, comme si l'horrible vieux avait eu la force de lui arracher à lui aussi son cœur du corps. Il osait à peine regarder la toile. Le tableau représentait, au fond, une grille de fer munie de pointes. En avant, on avait enfoncé des pieux, et tous ces pieux, comme les pointes de la grille, portaient chacun une tête d'homme coupée. Les pieux étaient disposés en forme de cœur, et la grille représentait les 2 courbes du haut. L'intérieur du cœur était rempli de pieux qui semblaient les fleurs de la mort, poussées au fond du cœur brun. Au-dessus du cœur, on voyait, dans l'air gris et jaunâtre, une grimace indistincte qui semblait planer comme un ricanement diabolique. Et cette grimace, quand on regardait de plus près, une tête coupée, cette grimace avait aussi la forme d'un cœur, la forme caractéristique du visage poire des membres de la maison d'Orléans. Le duc ne connaissait pas son grand-père,
Mais la ressemblance de cette grimace poire avec son père, avec lui-même, il la remarqua aussitôt. De plus en plus, une terreur panique le prenait. Il ne pouvait détacher son regard de ce spectacle affreux de tête guillotinée. Semblant venir de loin, la voix du vieillard frappa son oreille. « Regardez de plus près, monsieur Orléans. Toutes ces têtes sont des portraits. Toutes. Oh, il m'en coûta beaucoup pour obtenir les portraits de tous ces gens. Voulez-vous savoir de qui sont les têtes dont votre grand-père, là en haut, se réjouit si cordialement? Ce sont les têtes de tous ceux qu'il aida à guillotiner. Voici le duc de Montpensier, là la marquise de Clermont, voilà Necker, ici Turgot, là Beaulieu-Rubin, voilà son cousin Louis Capet, qu'on appelle le roi Louis XVI. Attendez, je vais vous donner la liste. Il chercha dans la poche de son veston et en sortit un petit livret jauni. « Prenez, monsieur Orléans, c'est l'héritage de Philippe Égalité à son petit-fils, héritier du trône de France. C'est un livret de poche où il a dressé la liste de tous ceux qu'il a livrés à la guillotine. C'était son sport, savez-vous ? Voilà, prenez cette confession royale. Son exécuteur me l'a cédée. Je lui ai payé 100 sous. » Le duc prit le petit livre et en tourna les pages, mais il n'en put lire un seul mot. Les lettres lui sautaient devant les yeux, il retomba lourdement dans le fauteuil. Le vieillard s'approcha, à petits pas, et se plaça droit devant lui. « L'aspect de ce tableau vous fait frémir ? Le cœur, lui, aurait souri s'il l'avait vu, comme il doit rire à présent. En vérité, je lui ai fait un beau monument. Mais maintenant comprenez-vous peut-être, monsieur Orléans, par où j'ai passé ? Voyez-vous, je me suis approprié l'âme de chacun de vos aïeux. Là, dans ce vieux corps qui est devant vous, ils ont tous demeuré, les Louis et les Henri, les Charles et les Philippe. J'ai été possédé d'eux, comme du diable. Tous leurs crimes, il m'a fallu les commettre à nouveau, c'était ma tâche. Et puis, figurez-vous que je ne me sentais pas encore suffisamment hanté par mon idée. Je devais chaque fois et toujours, avec une force de volonté inouïe, je devais réveiller en moi cette démence, et artificiellement. Des semaines et des mois, il me fallut me plonger dans l'enfer de leur fantaisie royale, me précipiter dans les gouffres pestilentiels de leurs pensées. Il n'y a pas de moyen, monsieur Orléans, que je n'ai employé dans ce but. J'ai jeûné, je me suis flagellé pour éprouver les extases sanglantes et sacrées que nous avons tant de mal à comprendre aujourd'hui. Je me suis engagé dans de quotidiennes ivresses de vin. Mais dans mes plus sauvages délires, il me venait toujours les fantaisies débonnaires de l'innocent Martin Drolling. Alors me vint l'idée d'essayer de les priser. Vous êtes vous-même priseur, monsieur Orléans, vous connaissez l'effet titillant du tabac fin sur les muqueuses pituitaires du nez. Le cerveau en semble soulagé, on dirait délivré d'une oppression, comme s'il pouvait respirer plus librement. Pour moi, en même temps que cette sensation curieuse et agréable, j'éprouvais quelque chose de bien différent. C'était comme si l'âme du roi dont je prisais le cœur prenait possession de mon cerveau. Elle s'y ancrait, refoulait l'esprit de Martin Drolling dans le coin le plus reculé et y régnait hautement en maître et en roi. Et mon petit moi n'avait plus que tout juste la force de mettre sur la toile les caprices du sang des rois, en même temps que la couleur de leur cœur. Oui, monsieur Orléans, vous voyez à la fois en moi tous vos aïeux qui renaquirent, ressuscitèrent dans mon cerveau, tous, depuis votre grand-père jusqu'à Philippe V, le premier Valois, qui de ses doigts sanglants se couronna lui-même. Et ils recréaient en moi, avec moi, leur âme dans mes tableaux. J'ai été l'artiste, l'original de la femme qu'ils possédèrent tous, qu'ils maltraitèrent tous, qu'ils fécondèrent tous. Leurs enfants, mes enfants, ce sont mes tableaux. Oui, l'artiste, c'est une femme. Comme une fille, il provoque les pensées, se laisse prendre et violer, et il accouche de ses œuvres en d'horribles tourments. La voix du vieillard résonnait étouffée, presque brisée.
Mais encore une fois, elle s'éleva, tranchante, coupante, amère. Je suis la vivante prostituée des rois de France. Et aujourd'hui, monsieur Orléans, je présente au dernier de la maison le compte de mes nuits d'amour. Prenez-en les fruits, c'est la faute de votre père s'ils ne sont pas plus beaux. Il tendit au duc une grande feuille comportant la liste des tableaux et leur prix. Le duc la plia et la mit dans sa poche. Je vous enverrai l'argent cet après-midi et je ferai enlever les tableaux. Je vous remercie, monsieur Drolling. Puis il s'inclina silencieusement et sortit. Le 13 juillet 1842, le duc Ferdinand d'Orléans décédait d'une chute de voiture. Dans son testament, on remarquait une curieuse clause où le duc faisait Martin Drolling, peintre 34 rue des Martyrs, héritier de son cœur. Il est à croire que le roi Louis-Philippe, en vertu de son droit de souverain, eut mis obstacle à cette bizarre disposition, mais il n'eut pas besoin de le faire, le vieux peintre était mort depuis des mois. Les tableaux semblent avoir disparu. Dans le testament du duc, il n'en est pas parlé, et dans le journal de son aide de camp, M. de Toyon-Geffrard, la seule place où il semble en être question est découpée. Il faut aller au Louvre pour trouver encore quelques vestiges des chœurs de la maison royale de France. On le trouverait dans le tableau de Drolling, intérieur de cuisine, catalogue numéro 4339. Raguse, mai 1907. N'entendons-nous pas ici un double portrait à charge ? Celui de la famille royale de France, évidemment, mais également celui d'un artiste pervers et charognard, broyant les cœurs volés en pigments, mélangeant un peu de cette humaine poussière en tabac à priser, Drolling est prêt à cannibaliser ce qu'il est le plus au monde. Où commence le masochisme de ce révérend criminel ? Où commence le projet christique de se noyer dans le crime pour prendre sur soi tous les péchés du monde ? Les analyses n'ont toujours pas prouvé si le tableau intérieur de cuisine, conservé au musée du Louvre, tire la délicatesse de ces brins du myocarde de Louis XIII. Écriture, Joséphine Journel. Voix, Rémi Étuin. Montage et conception sonore, Julien et Nicolas Bousser.